BFM TV, BFM Politique, Guillaume Daret. Bienvenue dans BFM Politique. Notre invité ce matin, Alain Boer. Merci d'être avec nous, criminologue. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. J'ai dans les mains vos deux derniers ouvrages, Opération Zelensky et Menaces sur Taïwan. C'est paru aux éditions First. À mes côtés ce matin pour vous interroger, Amandine Ataya, éditeur Élise Politique BFM TV, et Lucie Robquin, directrice de la Tribune, notre partenaire avec la Tribune Dimanche. On le disait, le PSG qui est donc sur le toit de l'Europe, qui a gagné brillamment sa première Ligue des Champions, 5-0 hier contre l'Inter de Milan. Malheureusement, une fête qui a été entachée par des débordements en marge des célébrations. En l'état, il y a 2 personnes qui sont mortes. Un jeune homme à scooter percuté par un véhicule à Paris. À Dax, un adolescent qui a été tué à coups de couteau en marge justement de ces célébrations. Au final, en l'état, on va voir ce que dit le préfet de police dans quelques instants. Les informations de BFM TV nous indiquent qu'il y aurait eu 320 gardes à vue en France, dont 216 à Paris. Alors Alain Boer, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on doit s'habituer à cela, que tout s'est bien passé quand même quand on voit ces images et ces affrontements? Alors, ça s'est mieux passé qu'annoncé. Ça s'est mieux passé que les épisodes précédents qui avaient eu beaucoup plus de casse et beaucoup moins de violence physique. Il faut équilibrer les deux. C'est une femme, je crois, qui meurt à scooter dans un accident de voiture dont le chauffeur a pris la fuite, donc on ne sait pas exactement... Visiblement, c'est un jeune homme. Ils ont corrigé après. Ils ont corrigé, pardon, alors le jeune homme. Mais dont on ne sait rien. À Grenoble, il y a eu un petit délit de fuite, puis un retour avec là aucun autre élément que la perte de contrôle du véhicule. Et le seul cas d'homicide clairement identifié est celui de Dax, dont on ne sait pas si c'est un malencontreux hasard, un effet des célébrations. Mais par rapport à ce qui était annoncé comme le risque majeur de Paris à 2 ou 3 magasins près, ce qui est toujours beaucoup, quelques dizaines de blessés, un policier dans le coma suite à une attaque de mortier, je crois. Tout à fait. On est dans une situation qui est bien moins catastrophique que celle qui était annoncée. Et il faut le dire, ceci est dû à l'exceptionnelle capacité de mobilisation menée par le préfet de police, mais je vais le laisser défendre son propre bilan. En général, je suis beaucoup plus critique que ça. Donc pour une fois, je peux être aimable sur la manière dont tout ceci a été géré. Deuxièmement, vous savez, pendant longtemps, j'ai été le conseil de la Ligue de football pour gérer la violence dans les stades. Il se trouve que pour l'essentiel, le niveau de violence dans les stades s'est effondré. Le problème, c'est la violence autour des stades. Et comment on fait? Parce que franchement, alors je m'arrête juste par rapport au bilan que vous faites. Est-ce que néanmoins, quand on voit les images qu'on a vues hier soir, on peut dire que tout va bien? Ça devait être la fête. Malheureusement, on ne devrait pas voir ces images-là, un soir de victoire en Ligue des Champions. Non, mais malheureusement, un peu partout dans le monde, il n'y a plus aucune célébration de victoire sportive, y compris aux États-Unis, qui était connu pour que les manifestations de la NBA et tout se passent dans la joie et la bonne humeur, qui ne se passe plus sans aucun acte de violence, de véhicules qui rentrent dans la foule. Ça n'est pas pour vous spécifique au foot? Alors, ça ne l'est plus. Il y avait une spécificité au foot. Moi, je suis plutôt rugby, même s'il m'arrive de travailler pour la Ligue de football. Mais c'était une spécificité du foot depuis les affrontements anglais qui avaient créé le concept de hooligan. Et le problème que nous avons, c'est que nous faisons beaucoup de mélange entre des supporters qui aiment le foot, des ultras qui aiment trop le foot et des voyous qui n'aiment que la violence et qui se servent du foot. D'ailleurs, qui n'aiment pas le foot en général. Et donc, le cumul lors de grands rassemblements de ces 3 populations avait posé des problèmes tels que Robin Leproux, au PSG Parc des Princes, avait décidé le premier d'organiser en tant que club, sans que la Ligue ou la Fédération n'interviennent à l'époque, en regardant ça d'un air un peu étonné, pour mettre fin aux violences à l'intérieur du stade et aux exactions à l'intérieur du stade. Il en reste d'ailleurs des éléments comme les chants homophobes, les agressions xénophobes et racistes, mais les violences avaient diminué, puis avaient remonté quand il y avait une sorte de relapse sur le thème « bon, ça y est, on est débarrassé, les familles sont revenues, tout va bien », et on avait laissé à nouveau cette gangrène revenir tuer le foot et ceux qui aiment le foot. Et aujourd'hui, depuis 2 ans, on est arrivé à l'option inverse, sauf que, une fois que l'intérieur du stade est sécurisé, on a un phénomène bien connu qui s'appelle périphérie, périmétrie, compartimentage. Quand on gère le compartimentage, tout va bien. Quand on gère la périmétrie, c'est-à-dire l'entrée du stade, ça va pas mal. La périphérie est devenue l'enjeu, c'est-à-dire la circulation des supporters
et des autres vers le lieu des rencontres et autour du lieu des rencontres, notamment dans la période de latence, qui est la journée précédant la rencontre pour les matchs nationaux, et les 2 journées, ou la nuit et la journée précédant, et puis la soirée qui suit, pour les matchs internationaux. Et là, il y a un problème de gestion du transport et du transit des supporters qui n'a pas encore été résolu parce qu'il y a, chez le ministre de l'Intérieur, qui est très engagé dans cette affaire, chez le président de la Ligue, mais pas beaucoup au ministère des Sports, curieusement, une convention qui doit régler cette question et qui permet de clarifier qui fait quoi et comment et dans quelles conditions, alors qu'aujourd'hui on punit tous les supporters en interdisant les déplacements de tous les supporters, alors qu'on devrait punir les fauteurs de troubles en les justement, identifiant. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a eu des propos cinglants hier soir. Il dénonce des barbares venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. Ces propos ont choqué certaines personnalités qui voient des relents racistes. Est-ce que ces propos étaient appropriés? La communication du ministre de l'Intérieur est toujours un sujet qui mérite des tas d'explications diverses. La réalité, elle est quoi? Elle est que si c'est une célébration de victoire, eh bien, il ne devrait y avoir aucune exaction. Et s'il y a des exactions, il y a bien des auteurs des troubles en question. Alors, soit c'est des gens très éméchés et très en forme et qui méritent d'être traités gentiment, soit ce sont des casseurs et certains sont des tueurs, puisqu'il y a 2 morts. Volontairement ou involontairement, je n'en sais rien, il va bien falloir les traiter une bonne fois. Mais est-ce que ça signifie que ce type d'incident est désormais inévitable dans ce genre d'événement sportif? Non, les Anglais ont réussi à les résoudre de manière massive à l'intérieur des stades par une extraordinaire détermination, la puissance de la loi, l'ordre, et dans un pays où la quasi-totalité des policiers, à l'époque, n'étaient pas armés. Donc, il y a un moment où la force de la loi, c'est la parole et l'action. Je note d'ailleurs que pour la première fois, il y a eu un peu plus de 500 interpellations, 300 gardes à vue. On verra ce que la justice décidera. Mais au vu des chiffres que je vois et que je lis, à la fois des décisions judiciaires et des mises en détention, avec des prisons qui n'ont jamais été aussi pleines à l'intérieur des établissements pénitentiaires et des personnes qui sont sous écrou, mais à l'extérieur, c'est-à-dire sous bracelet électronique, elle n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le ministre de l'Intérieur emploie le terme de barbare. Est-ce que c'est un terme que vous reprendriez pour ceux qui ont créé des violences hier soir? Moi, j'utilise le terme de voyou, mais c'est assez libre d'emploi. Les barbares, en général, les seuls que nous connaissions historiquement, ils venaient de l'Est, pas du Sud. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ces barbares, ou moins Alain Bauer, enfin ces barbares ou ces voyous, pendant les JO, par exemple, pendant la Coupe du Monde de rugby, pendant la dernière Coupe du Monde de foot? Pourquoi est-ce que hier soir, les images semblent quand même la Coupe du Monde de rugby, différentes et plus violentes? Comme vous l'avez indiqué, culturellement, c'est quand même autre chose, même si les troisièmes mi-temps peuvent être parfois agités. J'ai été, à une époque, rapporteur général de la commission de discipline du rugby à 13. Je peux vous dire que je crois que la première réunion, j'ai dû mettre 100 années de suspension après une bagarre généralisée en pleine finale de la Coupe de France. Donc, mais alors après, le calme a beaucoup régné parce que la détermination pouvait exister. Il y a un truc culturel? Non, je crois que je ne sais pas qui disait que c'était un sport de gentlemen joué par des voyous et le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Je crois que les 2 affirmations sont très exagérées. Mais je crois qu'il y a un moment où la détermination par rapport aux enjeux, et c'est pour ça que je rappelle la figure emblématique de Robin Leproux sur le Paris Saint-Germain et la capacité qu'il y a eu à baisser la garde pendant un moment en considérant que, puisque c'était réglé, ça ne reviendrait plus jamais. Ça arrive très souvent dans la manière dont nous gérons les questions de sécurité ou les questions militaires, par exemple. Après la chute du mur de Berlin, on considère qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Et donc, on a totalement désarmé. C'est un peu la même chose pour à peu près tout. C'est un des défauts nationaux que de considérer qu'une fois qu'on a réglé un problème, il ne reviendra plus jamais, donc on peut désarmer. Alain Bauer, on n'avait quand même pas vu ce type de débordement quand le Real Madrid gagne la Ligue des Champions l'an dernier, quand Manchester City le fait l'année précédente. C'est quand même pas tout à fait la même chose à l'étranger. Il y a une difficulté nationale, mais elle n'est plus seulement nationale. Alors, ce n'est pas une satisfaction de considérer que les autres sont soumis au même problème, mais ça veut dire que partout en Europe, comme ça a été le cas en Angleterre dans les années 80, il va falloir reprendre la question des violences dans le sport et notamment régler ce problème de l'identification des fauteurs de troubles pour défendre la liberté des supporters à venir célébrer la victoire et le faire en famille. C'était comme ça que Robin Leproux avait imaginé le PSG. C'est comme ça qu'il faut le réimaginer. Pas seulement le PSG d'ailleurs, mais tout le football. Alors certaines mesures radicales sont effectivement proposées pour sécuriser le pays. Gérald Darmanin évoque une généralisation de la reconnaissance faciale dans tous les espaces publics. C'est ça la solution ?
Non, mais à l'entrée des stades, l'identification de tous ceux qui veulent pénétrer dans le stade, l'identification de ceux qui veulent avoir une capacité... Là, on a un incident à Dax, à Grenoble, l'entrée des stades est effectivement suffisante pour régler la situation. Il se trouve que toute personne qui prend un coup de couteau n'est pas un supporter de football, même si c'est en marge d'une célébration. Il faut le rappeler, la France qui avait le plus bas taux d'homicide en 2011-2012, avec moins de 700, on a eu plus de 1000 l'année dernière, et avec les tentatives 5000, le plus mauvais chiffre des 50 dernières années, et donc de l'histoire de notre statistique moderne. Il y a une généralisation des violences homicides, ce que j'appelle les homicidités en France, et c'est une réalité qui dépasse largement le football. La reconnaissance faciale ne fonctionnerait que si on a une base de reconnaissance faciale qui permet qu'elle soit utile. Ça, c'est plutôt de la fumée pour dire qu'on fait quelque chose. Il y a des moyens de résoudre en partie les problématiques du sport, et la gestion des questions criminelles se fait en sur-mesure et pas en prêt-à-porter. Mais il y a un certain nombre de solutions. Elles sont d'ailleurs à la signature de Bruno Retailleau, qui est très... dynamique sur cette affaire. La question, c'est d'arriver à faire signer aussi le ministère de la Justice et le ministère des Sports. Il ne faut pas désespérer. Au fur et à mesure des incidents et des difficultés qui sont rencontrées, de la pression de l'opinion publique et de la vôtre, il n'est pas impossible qu'on arrive enfin à signer ce document et surtout à le mettre en application. Car après la cérémonie, la com, le blabla, il va bien falloir mettre en application un certain nombre de choses. Et en général, ceci produit des effets, comme ceci a été démontré d'ailleurs au cours des 2 dernières années à l'intérieur des stades. Ce n'est pas seulement de la com, c'est aussi la réalité de la manière dont on peut traiter des sujets. Alors dans quelques instants, on suivra justement en direct sur BFM TV le point presse du préfet de police Laurent Nunez qui nous dira si dans ces conditions, eh bien, la parade prévue cet après-midi est maintenue ou non, et quel est le bilan qu'il fait effectivement de cette nuit de célébration après la première Ligue des champions du PSG. On disait qu'il y avait un problème national, même si parfois ça se reproduit à l'étranger. Est-ce qu'il y a un problème PSG aussi ? Ça se voit plus d'abord parce que c'est un immense club, qu'il a regagné beaucoup de supporters, qu'il a réélargi son champ, que ses ultras sont très déterminés, très présents, mais le club lui-même a, cette fois-ci comme la fois précédente, alors je ne parle pas de la demi-finale, mais je parle des épisodes précédents, pris des mesures d'amélioration considérables de ces conditions de sécurisation et de gestion. Il restera à traiter de la culture et du dialogue avec ses supporters, mais si on voit ce qui se passe à Saint-Étienne ou parfois même à Marseille, on se rend bien compte que ce n'est pas un problème PSG. Il y a un problème de spécificité, du mélange de deux types de supporters. Les supporters gentils, on va dire, les ultras très déterminés et surtout les voyous. Et la question, c'est d'éliminer les voyous et de faire le tri avec les deux autres. Cette situation devrait permettre de considérablement améliorer cela et il faut convaincre les clubs de supporters que le moment est venu de l'identification individuelle de ceux qui rentrent dans les stades dans leur propre intérêt et dans l'intérêt des déplacements. Vous dites que les forces de l'ordre ont très bien travaillé, Laurent Nunez aussi, Bruno Retailleau. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire encore un peu plus, encore un peu mieux, à part l'identification dont vous parlez individuelle ? D'abord, il faut les aider. Ils sont considérablement sursollicités de manière permanente, parce que nous parlons des célébrations sportives, mais les célébrations sociales ne se font pas dans la joie et la bonne humeur. Qu'il s'agisse des manifestations à caractère environnemental ou de celles du 1er mai, il y a en général des débordements. Il y a des choix d'opposition déterminés qui sont passés de la manifestation sociale, c'est-à-dire la démonstration du rapport de force qui doit exister avec l'État, que l'État lui-même a installé. La France a 1000 ans de jacquerie, elle ne va pas changer demain matin. Et puis la capacité à aller à la provocation, à la préméditation. On a vu d'ailleurs des agressions qui ne portaient pas sur des policiers, mais sur des pompiers ou des agents de la santé publique, ce qui arrive beaucoup dans un grand nombre de territoires tous les week-ends. Moi, je regarde le matin ce qui s'est passé la nuit. Il y a beaucoup d'agressions sur des personnels de santé, sur des postiers, sur des électriciens, sur des gaziers, sur des ambulanciers, sur des infirmiers, sur
des personnels des urgences. En France, des niveaux de violence. Oui. Il y a une dégradation générale de la violence pour tout. Et qui date de quand et due à quoi? Je le dis, moi, je le vois par rapport à l'augmentation du nombre de victimes physiques. Car la statistique a tous les défauts du monde. En France, elle est partielle, parcellaire et partiale, manipulée, instrumentalisée et en général mensongère. On ne parle que de ce dont on veut parler. Mais par contre, le nombre de blessés physiquement traités dans les hôpitaux et le nombre de morts, on compte très bien les morts en France depuis 1539 et la création de l'État civil par François Ier. Donc on a une idée assez précise de ce qui se passe. L'augmentation massive des homicides et des tentatives, des coups et blessures volontaires, des règlements de compte, et désormais, je rajouterai les enlèvements crapuleux avec actes de torture et de barbarie, est une réalité récente. Elle a une quinzaine d'années. Et donc, on peut la fixer à ce moment précis. De ce point de vue-là, il n'y a pas de doute ou d'erreur statistique. Il s'est produit quelque chose à partir du début des années 2010. Et cette dégradation est à la fois accélérée en nombre et en intensité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi le déclencheur? On a des tas d'hypothèses et entre ce que je crois, ce que je sais et ce que je cherche, j'essaye d'éviter de mélanger tout. Donc ce que je crois, je voulais indiquer, enfin ce que je sais, je voulais indiquer. Ce que je crois, un mélange de désagrégation de l'ensemble de ce que sont les éléments de ce que j'appelle le service public. Les règles fonctionnelles qui permettent de vivre en communauté dans un espace. Et deuxièmement, l'expansion massive des réseaux sociaux et la dérégulation ou la déstructuration totale de ce qui faisait la liste de ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. La gestion de ce qu'on appelle le surmoi chez les psys, c'est-à-dire les indications qui sont données par vos parents, vos pères, PAIRS et PERES, donc vos mères aussi, sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et donc, il n'y a plus aujourd'hui de contrôle puisque nous avons sous-traité aux algorithmes et aux réseaux sociaux toute une série d'éléments de comportement qui ne sont plus maîtrisés avec des individus de plus en plus jeunes. Et d'ailleurs, nous avons un rajeunissement des auteurs de violences, y compris là, une enquête d'Europol en cours sur les tueurs à gages de 13 à 18 ans, qui sont plusieurs dizaines. La Suède vient d'en découvrir des dizaines d'un seul coup. La Suède qui n'est pas connue comme l'espace le plus dangereux de l'univers mondial. Et pourtant, partout, il y a ce rajeunissement et cette augmentation massive de la dangerosité et donc de la violence physique réelle effectuée d'une partie des populations. Je crois qu'il y a là un enjeu et que cet enjeu, il est autour du contrôle des réseaux sociaux. L'Union européenne va bientôt réglementer l'accès des jeunes aux réseaux sociaux. À partir de juillet, l'âge sera contrôlé sur les réseaux sociaux. C'est la solution ? C'en est une, à défaut de faire rien et de le faire trop tard. La question des réseaux sociaux, elle a été posée il y a 15-20 ans sur la manière dont ils allaient nous échapper. La plupart des auteurs de science-fiction, on aime beaucoup Jules Verne, mais il y en a beaucoup d'autres, expliquaient ce qu'allait être l'univers des robots. Nous sommes entre Matrix et Terminator. Vous verrez la date de sortie de ces deux films et vous vous rendrez compte du temps qu'il a fallu pour les experts gouvernementaux et les politiques de tout d'un coup tomber du placard et dire tiens, il se passe quelque chose. Vous vous rendez compte que la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic, excellente commission d'enquête avec d'excellentes propositions, date de 2024. Nous avons dû écrire des choses sur l'élargissement et l'enracinement du narcotrafic. Je crois le premier long papier publié d'ailleurs dans un quotidien du soir qui paraît maintenant le matin, date de 1999. Entre 1999 et 2024, c'est pas grave, ça n'existe pas. Vous savez, le système politique français, il est très marqué par une maladie qui s'appelle négation, minoration, éjection. En français courant, 1, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 2, c'est vrai, mais c'est pas grave, vous exagérez beaucoup. Et 3, c'est vrai, c'est grave et j'y peux rien. Évidemment, ça facilite pas le dialogue avec les citoyens qui, du coup, décident de s'adresser à quelqu'un d'autre. Dispositif de presse du préfet de police, Laurent Nunez, qui revient donc sur l'état de la situation à Paris. Le préfet de police qui nous écoute, qui vous écoute. Vous avez entendu. Alors, il dit qu'il ne faut surtout pas minimiser, dit-il. Il évoque plusieurs milliers de personnes hier qui sont venues casser à Paris. Ce ne sont pas des supporters, ce sont des pillards, des casseurs. Il dit que ce n'est ni un échec, ni une réussite non plus. Est-ce qu'il a raison? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un bilan extrêmement honnête, précis, clair, qui montre à la fois le risque auquel il s'affrontait avec l'ensemble des unités mises à sa disposition, policiers et gendarmes, CRS, et donc il a évité le pire de ce qui était possible ou craint. Il n'a pas été, comme il le dit lui-même, jusqu'au bout du zéro casse ou du zéro blessé, voilà. Mais en la matière, eu égard à la dégradation générale des incidents lors de toutes les célébrations, y compris celle de la demi-finale, y compris celle du 1er mai,
et on en passe d'autres, ou des vols, des incendies de véhicules comme la Fiesta du 1er de l'an, on peut dire que le résultat est plutôt à son honneur. Donc, lui-même dit quand même que c'est pas c'est pas un échec, mais c'est pas une C'est lucide et honnête. On ne va pas lui reprocher de ne pas faire de la com politique, mais de faire de la bonne com de préfet de police. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le profil des casseurs et des pillards, puisque donc plusieurs milliers, dit-il, qui sont venus à Paris. Ils viennent d'où déjà? Ce sont des Parisiens, ils viennent de l'extérieur, ce sont des jeunes, pas des jeunes, politisés, pas politisés? Personne n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas encore de descriptif qui ne pourra avoir lieu que mais il dit que c'est toujours les mêmes, donc vous devez bien avoir une idée. Ah, toujours les mêmes par rapport au passé, oui. Par rapport à hier, non. Donc il faut toujours être précis. Hier, je ne sais pas. Non, et on le saura dans ceux qui passeront devant les tribunaux, qui feront l'objet d'un descriptif de tous vos journalistes qui expliquent qui est passé devant le tribunal et qui montrent en général que ce n'est pas ceux auxquels on pense, parce qu'il y a à la fois des jeunes gens bien sous tout rapport entraînés par le mouvement de foule, ça arrive, on l'a vu dans des casses nombreuses précédentes, notamment durant la période des Gilets jaunes, qui était une population tout à fait différente, en tout cas au début, et puis qui a commencé à agréger des populations plus traditionnelles. On a des populations de casseurs très politisés, c'est-à-dire qui ont vocation à lutter contre le capitalisme, le libéralisme, l'État politisés de gauche central, comme de droite, des deux côtés. Des groupes plutôt fascisants qui, eux, règlent des comptes plutôt marqués par des groupes plutôt gauchisants ou des profils plutôt liés à la défense des droits des étrangers ou des immigrés, hein, ça arrive, et puis de purs voleurs et de purs casseurs opportunistes qui viennent là pour piller et par appât du gain ou par effet d'aubaine. Les mêmes potentiellement que pendant les émeutes qu'on avait vues il y a quelques mois ou années de ça? Alors ça dépend quelles émeutes. Comme je viens de l'indiquer, les Gilets jaunes, ce n'est pas la même chose que les Black Blocs, qui ne sont pas la même chose que les ultra-environnementalistes. Les émeutes après la mort de Naël, puisque Laurent Nunez dit que ce sont toujours les mêmes qui cassent. La mort de Naël, c'était très particulier. Hein, c'était des émeutes TikTok extraordinairement puissantes, mais sur une journée et demie. La plupart des violences dites urbaines, c'est 4 jours, 3 nuits, 3 jours, 4 nuits. C'est des populations un peu différentes, plutôt banlieue. Là, on a des éléments qui sont plutôt diversifiés, qui se sont répandus sur tout le territoire. Donc, chaque fois, on fait une analyse très fine de quelles émeutes ont eu lieu et vous lirez 6 mois ou 1 an plus tard dans des revues très doctes de sciences politiques ou de sociologie. Alors, je parle bien de sociologie et pas de sociolatrie. Hein. La sociolatrie, c'est plutôt un culte qui vise à excuser tout le monde. La sociologie, c'est une analyse sérieuse de qui fait quoi, comment, et de voir à quel point ces populations évoluent depuis les années 80, c'est-à-dire la mort de Malik Oussekine et le rajeunissement massif de jeunes lycéens qui n'avaient jamais eu de comportement de syndicalisme étudiant, par exemple, qui n'étaient pas liés à des organisations syndicales traditionnelles et qui voulaient aller au contact, donc qui étaient l'avant-garde des manifestations, ce qu'on appelait la nébuleuse, qui ensuite ont surfé sur les manifestations et qui ont fini par attaquer et voler les manifestants eux-mêmes. Ces 3 mouvements ont eu lieu entre 1986 et 1995. Vous voyez, en 10 ans, le profil des manifestants violents a totalement changé. Les Gilets jaunes ont rajouté une couche de ce que les sociologues appellent très méchamment les petits blancs, des gens qui travaillent et qui ne manifestaient que le week-end alors que traditionnellement on manifeste la semaine et qui étaient plutôt dans un affrontement avec l'État à qui ils ne faisaient plus confiance plutôt que dans une sorte plutôt la fin du mois que la fin du monde. Alors, vous avez les ultra-environnementalistes, c'est plutôt la fin du monde que la fin du mois, et vous avez de temps en temps ces agrégations dont vient de parler le préfet de police. Alors sur les sports, je vous ai expliqué les 3 types de manifestants, les vrais supporters qui aiment le foot, les ultras qui aiment le foot et qui sont parfois violents, et les voyous qui n'aiment que la violence et qui n'aiment même pas le foot. Et donc, vous pouvez avoir, lors de célébrations comme celle-là, des couches successives qui viennent se rajouter juste parce qu'un événement permet de se fondre dans la foule, de se disperser sur les côtés pour attaquer les magasins, d'affronter les forces de l'ordre en avant de la célébration ou de se réfugier sous les porches parce qu'on est venu en famille et qu'on était venu pour fêter une belle victoire. Alors Laurent Nunez le dit, nous ne sommes qu'à la mi-temps, les joueurs défileront cet après-midi sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'inconscience à maintenir ce type de parade? On sent qu'il n'y a pas de risque zéro sur ce type d'événement. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas tout interdire tout le temps et je crois que comme il a fait la démonstration de la capacité de gérer à moindre coût, même si ça n'est pas à zéro,
l'événement précédent. Il pense qu'il faut montrer que l'État est encore maître chez lui, et particulièrement à Paris. Et il y a une volonté ferme de sécuriser les Champs-Élysées, mais les débordements peuvent avoir lieu ailleurs dans Paris. Comme il l'a indiqué, République, Bastille, Parc des Princes, etc. Mais à un moment ou à un autre, il faut assumer le fait que ce qui reste la seule et unique promesse de l'État qui tienne encore, c'est-à-dire la garantie d'une certaine forme d'ordre, le reste ayant été sous-traité un peu partout, s'étant délité comme le reste de la plupart de nos services publics, il y a un moment où il faut quand même affirmer la capacité à pouvoir garantir ce type de manifestation. Après tout, c'est un pari, mais disons que pour l'instant, sur la première mi-temps, il mène au score. Qu'est-ce qui garantit que la parade, ça se passe bien cet après-midi? Parce que certes, ça va être compartimenté, mais on a déjà vu récemment des concerts, par exemple, au stade Vélodrome, ou rappelez-vous, la finale de la Ligue des Champions au Stade de France avec l'équipe de Liverpool, avec des gens qui arrivent sans billets, qui forcent les entrées, qui essayent de rentrer, qui essayent de passer. Qu'est-ce qui fait que nous sommes à l'abri de cela cet après-midi pour la parade des Champs-Élysées? Rien ne permet de le savoir, et Mme Irma n'a pas été embauchée par le préfet de police ou par le ministre de l'Intérieur, par moi non plus d'ailleurs. Mais vous pouvez noter que la semaine d'après le match de Liverpool, il y a le concert d'Ed Sheeran avec un contrôle strict des entrées, des dispositions extrêmement intéressantes, un algorithme de validation du fait qu'il ne peut pas y avoir de faux billets, et qui s'est passé dans la joie et la bonne humeur, comme la plupart des manifestations qui se sont ensuite passées au Stade de France. Il faut la conjonction d'un très grand nombre d'erreurs pour arriver à un désastre comme celui de Liverpool. Et les erreurs ont été clairement identifiées en la matière. Donc la situation, elle est celle d'un pari. Toute mise en place d'un dispositif de sécurité est un pari sur la sécurité. Mais je crois que le préfet de police et ses équipes sont parfaitement en mesure de le tenir. Après tout, je suis prêt à venir demain matin faire le bilan de la suite et voir si le pari la deuxième a été mi-temps, tenu. Mais en ce qui me concerne, si je devais faire des paris, ce que je m'interdis, je parierais plutôt sur sa capacité à tenir la deuxième mi-temps aussi bien, peut-être mieux que la première. Est-ce qu'on peut dire donc à ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller voir la parade cet après-midi qu'ils peuvent y aller a priori plutôt serein et que la jauge, c'est un bon compromis pour espérer que ça se passe bien en termes de sécurité? Oui. Oui, vous êtes confiant? Bah oui. En fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait désormais. C'est comme pendant les Jeux Olympiques. La jauge semble être la façon dont on peut faire la fête tout en se disant je ne crains rien. Aux Jeux Olympiques, ce qui était la réponse à ma fameuse question pour l'instant, tout ceci n'est pas géré. Et 1 milliard d'euros plus tard a permis de tenir des Jeux Olympiques parfaitement sous l'autorité du préfet de police, qui était un des rares à avoir parfaitement entendu ce qu'était la problématique d'une sécurisation des Jeux qui avait été sous-estimée par le reste de l'appareil d'État. Parce que vous n'étiez pas optimiste avant les Jeux Olympiques. Il n'y avait rien. Je pouvais être largement pessimiste. 1 milliard d'euros plus tard de surcoût sécuritaire, la mise sous cloche de la ville, le compartiment, etc., on peut arriver à tenir des Jeux sur la durée, qui avait été un magnifique succès et sous l'égide du préfet de police. Donc de ce point de vue-là, entre le préfet allemand qui avait pré-organisé les Jeux et le préfet Nunez, il y a eu une parfaite réussite de la sécurisation. La question, c'est qu'il faut que tout le monde soit aligné. Visiblement, le préfet de police a réussi à avoir aligné tout le monde. Et il faut saluer de ce point de vue-là la bonne volonté aussi du ministre de l'Intérieur. Je rappelle le bilan fait il y a quelques instants sur BFM TV par le préfet de police Laurent Nunez, qui évoque néanmoins des incidents très graves. Il ne faut pas minimiser. Ce n'est ni une réussite ni un échec, dit-il, au terme seulement de la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est aujourd'hui avec les autres célébrations, et notamment cette parade en fin d'après-midi des joueurs du PSG qui ramènent la coupe aux grandes oreilles, parade sur les Champs-Élysées. Il évoque effectivement des gardes à vue, 392 qui ont eu lieu à Paris. Ce ne sont pas des supporters, ce sont des pillards et des casseurs, des mots extrêmement forts de Laurent Nunez, le préfet de police de Paris. Merci Alain Boer d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter tout cela. Je rappelle vos 2 derniers ouvrages qui viennent d'être publiés aux éditions First. Opération Zelensky et menaces sur Taïwan. C'est à retrouver donc aux éditions First.